Eh bien, nous allons parler des assureurs en première ligne après les terribles incendies en Gironde et dans le Var. Les indemnisations pourraient représenter des centaines de milliers d'euros en Gironde et dans les Landes. Le ministre de l'économie Roland Lescure a annoncé que le délai de déclaration de sinistre pour les incendies sera porté jusqu'au 31 août contre 5 jours habituellement. Il a également indiqué que les assureurs prendront en charge les frais de relogement des personnes évacuées. On va accueillir Stéphanie Durafour qui doit être avec nous. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors, première question, Stéphanie Durafour, est-ce que vous connaissez le nombre déjà de déclarations de sinistres enregistrées par les assureurs suite au méga-feu de Gironde ? Non, c'est encore un petit peu tôt pour avoir ce chiffre et il y a encore des personnes qui ne sont pas revenues chez elles, donc ils ne savent pas encore quels sont les potentiels dégâts qu'elles ont pu connaître sur leur lieu d'habitation. Si on veut faire un petit comparatif, en 2022, les précédents incendies en Gironde avaient donné lieu à 2000 déclarations de sinistres. Donc là, il va falloir attendre. Les délais ont été allongés, vous venez de le dire, jusqu'au 31 août. On aura une estimation dans les semaines qui viennent. Alors, est-ce que justement, déjà, vous pensez avoir une estimation un peu plus précise pour les prochaines semaines ? Est-ce qu'on s'attend à beaucoup plus qu'en 2022 ? Alors, a priori, oui, on s'attend à beaucoup plus parce que, alors, il faut savoir que si les forêts, globalement, sont très peu assurées en France, là, les dégâts ont plutôt touché des habitations. On parle de plusieurs centaines d'habitations qui ont été touchées entièrement ou partiellement. Il y a des entreprises aussi qui sont à l'arrêt. On a des vacanciers qui 15 ont 000 dû entreprises, oui. annuler leurs vacances. Donc oui, il y aura certainement beaucoup plus de dossiers qu'en 2022, a priori. 2022, 2000 sinistres indemnisés pour un montant total d'environ 80 millions d'euros, c'est ça ? Exactement. Donc on s'attend à beaucoup plus, ça peut représenter plusieurs centaines de millions d'euros. Alors comment vous allez vous organiser, vous les assureurs, pour pouvoir indemniser rapidement les personnes qui sont sinistrées ? Alors, les assureurs, aujourd'hui, ils ont l'habitude malheureusement, on a quand même des phénomènes d'événements climatiques de grande ampleur de plus en plus fréquemment. Donc, les assureurs savent mettre en place des cellules de crise et les ont ouvertes. La difficulté quand même dans cet épisode, c'est qu'il va falloir estimer le montant des maisons qui doivent être intégralement reconstruites. On a vu des maisons entièrement détruites. Donc là, eh bien, potentiellement, ça va faire intervenir plusieurs corps de métier du bâtiment, des artisans, des charpentiers, des menuiseries, des chercheurs en structure du bâtiment pour déterminer le montant de ces reconstructions. Ça peut quand même mettre quelques semaines pour estimer le montant des dégâts. Ouais. Il faudra envoyer des photos. Comment ils vont faire des photos d'avant l'incendie ? Oui, c'est exactement ça. Envoyer des photos de sa maison avant l'incendie, conserver et pouvoir transmettre à son assureur les factures des biens qu'on possédait. Aujourd'hui, on a de plus en plus de factures qu'on reçoit par email, donc ça facilite quand même les choses. Et puis, il faut pas oublier que dans ces incendies, il y a aussi toujours une part de choses qui malheureusement ne peuvent pas être estimées et qui sont des pertes parfois très chères, mais qui ne sont pas matérielles, des souvenirs, des photos, des lettres. Et ça représente aussi une perte pour les sinistrés. Comment on fait quand on n'a pas de photos, quand on n'a pas de preuves ? Alors, Stéphanie Durafour, porte-parole d'Assurland, on répète, vous êtes sur Europe 1, il est 13h20. il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que vous avez tout perdu dans l'incendie. Dans ces cas-là, vous avez déterminé, au moment où vous avez souscrit votre contrat d'assurance, un capital mobilier. Donc, c'est l'ensemble des biens que vous possédez. Donc, je ne parle pas des murs, je parle bien de ce qui est contenu à l'intérieur des murs. L'assureur ne vous indemnisera pas au-dessus de ce montant. Donc, si vous avez déclaré un capital mobilier de 20 000 euros et que vous avez tout perdu, eh bien, c'est la somme que l'assureur vous indemnisera pour l'ensemble des biens qui ont été détruits dans un sinistre total. Si vous avez perdu une partie de vos biens, on peut toujours retrouver des photos, on peut toujours quand même déclarer le bien. L'assureur, il arrive aujourd'hui à faire une expertise. Si vous retrouvez la marque de ce que vous possédez, etc., on peut aussi se tourner vers le magasin vers qui on a fait l'achat. Il faut quand même avoir en tête qu'effectivement, ce capital mobilier, on oublie de le réévaluer, de le réactualiser régulièrement, mais on fait tous des achats de valeur, d'électroménager, de valeur, on a de la domotique, on a des appareils high-tech. Ça, de temps en temps,
il faut le redéclarer à l'assurance, il faut réévaluer son capital mobilier et puis il faut conserver effectivement tous ces papiers, toutes ces preuves pour le jour où on a un sinistre. Alors je vous rappelle sur Europe 1 que nous sommes avec Gilles William Gonnadel, et avant de donner la parole à Mathieu Holk, Gilles William Gonnadel, vous êtes avocat. Est-ce qu'on peut s'attendre possiblement donc à des contentieux avec les assurés? Ça, je peux vous dire que c'est fatal. Sans vouloir faire un procès d'intention aux compagnies d'assurance, elles ne sont pas là non plus pour faire des cadeaux, elles ne sont pas réputées pour en faire. Et si l'assuré n'a pas les moyens de preuve nécessaires, il peut y avoir des litiges. C'est quelque chose de classique et, si j'ose dire, de normal. Est-ce que vous redoutez ça, Stéphanie Durafour? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier point, c'est que les assureurs appliqueront les contrats. Donc, effectivement, les personnes seront indemnisées à hauteur du contrat d'assurance qu'ils ont souscrit. Il peut y avoir des déceptions de ce point de vue-là. Je pense notamment aux éléments extérieurs. On parle de ce qui a été endommagé dans les habitations, mais globalement, on va aussi avoir beaucoup de choses dans les jardins qui auront été détruites. Ça fait partie d'options. Si vous n'avez pas souscrit cette option, vous ne serez pas indemnisé. Et puis, autre point très important, les assurés ont la possibilité quand même de demander une contre-expertise. Ce n'est pas parce que l'assureur vous propose une indemnisation que vous devez l'accepter. Vous avez la possibilité de montrer votre désaccord et de le signifier à l'assureur. Mathieu Holk, dans ce studio, directeur général du think tank Le Millénaire. Vous avez une question à poser à Stéphanie Durafour sur Europe 1, qui est la porte-parole d'Assurland. Oui, deux questions, madame. La première, c'est celle que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous allez répercuter la hausse des prises en charge sur les tarifs de vos contrats? Ça, je pense que beaucoup de Français se posent la question. Et puis, deuxième question, c'est quel est l'avenir un peu de votre secteur? Puisque vous l'avez dit, il y a une multiplication de dérèglements climatiques, d'incendies, de catastrophes naturelles. On a aussi une multiplication d'émeutes qu'il faut indemniser. Nous, on avait fait le calcul, les émeutes du mois de mai consécutives aux 2 matchs du PSG, donc la demi-finale de la Ligue des Champions et la finale de la Ligue des Champions, ça avait coûté 50 millions d'euros de dommages sur les secteurs privés, donc les commerçants, les collectivités locales, etc., et qui sont du coup amenés à être indemnisés. Est-ce que finalement, entre les dérèglements climatiques plus la multiplication des incidents liés, on va dire, au laxisme de l'État, est-ce que vous n'allez pas être amené également à revoir les contrats à la hausse justement pour mieux indemniser les gens? Oui, alors pour vous répondre sur votre première question, la répercussion sur les tarifs d'assurance, évidemment, ça semble... c'est ce qui risque de se produire dans les mois qui viennent. Ça risque, mais vraiment, c'est un vrai risque ou de combien, Stéphanie Durafour? Alors, de toute façon, ça fait déjà quelques années qu'on constate une hausse des tarifs. Par exemple, cette année, plus 13% à l'échelle nationale, mais plus 20% en Gironde. Et effectivement, quand vous avez un sinistre de grande ampleur qui concerne une localité précise, dans ces cas-là, oui, il est quand même à attendre qu'il y ait des hausses. Il est encore trop tôt pour estimer de combien. Pourquoi? Parce que d'une part, on ne sait pas combien cet épisode va coûter. D'autre part, on ne connaît pas encore les événements qui pourraient avoir lieu sur la deuxième partie d'année. On a aussi parfois des épisodes très intenses d'orages, de tempêtes. On peut également avoir, vous l'avez cité, des mouvements sociaux. Et donc, il est encore un petit peu tôt, mais néanmoins, oui, on constate quand même une inflation sur les tarifs qui sont dus à tous ces éléments depuis quelques années, et on peut s'attendre que la hausse se perdure également en 2027. La mauvaise nouvelle pour les Français, plus 20% au niveau français. Les touristes de passage qui ont été évacués, peuvent-ils être indemnisés? Alors, il y a 2 choses pour les touristes. Le premier cas de figure, c'est vous étiez sur place, vous avez été évacué sur décision administrative, arrêté préfectoral. Là, oui, vous pouvez demander un remboursement des nuitées dont vous n'avez pas pu bénéficier. Le deuxième point, c'est si vous n'êtes pas encore sur place, mais votre établissement reste ouvert, mais vous vous dites que non, je vais peut-être pas me rendre sur place parce que ça va pas être très agréable. Là, par contre, l'établissement n'est pas tenu de vous rembourser puisqu'il est resté ouvert. Donc, il faut regarder un peu si on a souscrit une assurance annulation, est-ce qu'elle prend en charge ce cas de figure. Si on a une carte bancaire un peu haut de gamme, ça peut être également le cas. Sinon, non, ce sont des frais qui resteront à votre charge. Alors, si mes souvenirs sont bons, de 1988 à 2000 en Corse, suite à de nombreux attentats contre des résidences secondaires, un pool de risque aggravé avait été créé, regroupant de nombreuses compagnies d'assurance. Est-ce que vous pourriez vous inspirer de cette mesure, Stéphanie Durafour? Ce qui est sûr, c'est que effectivement, la fréquence, le nombre et l'intensité de ces événements climatiques poussent
à réfléchir un petit peu à l'avenir. Donc, on peut continuer de payer toujours plus cher, mais à un moment donné, les gens pourront peut-être plus s'assurer. En tout cas, ils commenceront peut-être à s'appauvrir en garantie sur certaines zones. Donc, effectivement, il faut réfléchir au modèle. Et là, par contre, les assureurs sont plutôt en train se penchent. C'est une question un petit peu qui concerne tout le monde, que ce soit l'État, les assureurs, mais également les citoyens, sur l'aspect de la prévention, de l'adaptation. Il va falloir un peu travailler la reconstruction, surtout de nos maisons. Pas forcément reconstruire à l'identique, réfléchir à des nouvelles façons de reconstruire. Oui. Et c'est vraiment ça qui challenge. va permettre de faire face aux événements. Merci Stéphanie Durafour, porte-parole d'Assurland, d'être intervenue en direct sur Europe 1 dans cette session d'information entre 13h et 14h. Alors avec J-William Goldnadel et Mathieu Hoc, il y a un enjeu qui est évidemment énorme. D'abord indemnisé et il y a répercuté malheureusement à la hausse les cotisations. Ça ne fait que de flamber en raison, J-William Goldnadel, du réchauffement climatique. C'est inéluctable, on va devoir payer de plus en plus de cotisations d'assurance. J'imagine, dès l'instant, mais ça c'est quelque chose d'automatique. Dès l'instant où, en raison des sinistres qui vont se produire, les indemnisations seront plus fortes, les compagnies d'assurance ne sont pas réputées pour leur désintéressement. Donc, ce ne sont pas des entreprises philanthropiques. Elles ne sont pas philanthropiques et au contraire, sans vouloir jeter le discrédit sur elles, je peux vous dire que lorsqu'elles peuvent faire l'économie d'un remboursement, elles le font. Et les assurés peuvent aussi légitimement penser que mieux vaut un règlement moyen qu'un long procès. Je ne suis pas le plus mal placé pour vous le certifier, même si ce n'est pas très commerçant de ma part de vous le dire. Mais c'est sûr que les Français qui n'ont plus de maison vont vouloir être indemnisés très rapidement parce que c'est dramatique ce qu'ils sont en train de vivre. Non mais attendez, si je peux... voir cette souffrance, J-William. Cyril, vous avez raison de plaindre effectivement les touristes, mais gardez... mais les habitants. Et gardez aussi, je vous en supplie, une place dans votre miséricorde pour les établissements hôteliers, pour les restaurants. Et ces gens-là misent très souvent sur la saison d'été pour s'en sortir. Comment ils vont faire le restaurateur? On en a eu un hier. C'est une catastrophe. Je ne sache pas que tous les restaurateurs et tous les hôteliers aient une assurance perte de leur chiffre d'affaires pour un phénomène aussi exceptionnel que celui-là. Stéphanie Durafour nous disait qu'il va falloir reconstruire des maisons de manière différente. Le réchauffement climatique, ça change tout, ça coûte des millions d'euros et on va devoir repenser nos villes. Oui, vous avez raison, on va devoir repenser nos villes, repenser nos logements et donc effectivement les assureurs vont effectivement remonter les tarifs à la hausse pour justement compenser ces surcoûts nécessaires qui sont liés au dérèglement climatique, ce qui rend d'autant plus insupportable. C'est pour ça que je voulais introduire ce sujet-là aussi, le fait que parce que il y a des émeutes, ce qui n'est pas inéluctable, c'est pas la force de la nature, que parce qu'il y ait du laxisme de l'État, parce que l'État n'arrive pas à faire respecter l'ordre lors de cérémonies sportives ou autres, que celles-ci s'accompagnent d'émeutes et qu'ensuite après ce sont aux Français de payer le surcoût des émeutes comme ça avait été le cas en mai dernier ou comme ça l'a été lors des émeutes de 2023 qui ont quand même coûté 1 milliard d'euros aux contribuables. Donc oui, les dérèglements climatiques, ça donne des surcoûts en plus et les Français vont devoir les payer de la même façon que les autres dans les autres pays. Mais également, ce n'est pas normal que vous ayez des surcoûts en plus liés au laxisme de l'État. Mathieu Hoc et J-William Goldnadel, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler malheureusement de ces actes antisémites en forte hausse en 2025. On y revient avec des attaques meurtrières, notamment, on s'en souvient, à Sydney. Europe 1 Info revient tout de suite après les infos. Europe 1, le journal permanent. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 1h30. Toute l'actualité, c'est avec vous, Cyril de la Morinerie. Le soulagement pour de nombreux habitants en Gironde. 84 000 personnes évacuées qui ont fui ce brasier géant vont pouvoir rentrer chez elles. Ces personnes sont en train de rentrer à leur domicile. C'est la préfète du département qui vient d'autoriser les résidents des 9 communes évacuées à regagner leur logement. L'incendie qui a ravagé 42 000 hectares ne progresse plus. Les températures qui baissent aujourd'hui devraient aider les pompiers.
La polémique Monique Barbu, alors que le feu fait rage dans plusieurs régions françaises, la ministre de la Transition écologique a pris ses quartiers dans le Var. Selon le Canard enchaîné, l'eurodéputé RN Mathieu Vallée la surnomme la ministre Transat. Dans le 7e arrondissement, près de la Tour Eiffel, un homme a frappé une femme SDF, l'a poussée au sol et a tenté de la violer. Un homme qui rentrait chez lui en entendant les cris de la victime est intervenu et a appelé la police. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et puis à l'étranger, les États-Unis reprennent leur bombardement sur l'Iran en représailles à des attaques contre leurs forces au Moyen-Orient. L'armée américaine a frappé des centres de commandement militaire des gardiens de la Révolution. Le Pakistan affirme que Washington et Téhéran négocient une sortie de crise. 13h, 14h, Europe 1 Info. Europe 1 Info avec Cyril de la Morinerie continue. C'est jusqu'à 14h. Votre rendez-vous actualité, débat, décryptage sur Europe 1. Avec nous toujours en studio pour nous accompagner, Gilles-William Goldnadel, avocat et essayiste, et Mathieu Hoc, directeur général du think tank Le Millénaire. 2025 a été l'année la plus meurtrière à l'échelle mondiale depuis plus de 30 ans. En termes d'attaques antisémites, 20 personnes ont été tuées en 2025 dans les attentats de Sydney, de Manchester, de Washington notamment. On est avec Gilles-William Goldnadel et Mathieu Hoc pour parler de ces chiffres qui sont terribles, révélés par un rapport de l'organisation de lutte contre l'antisémitisme Anti-Défamation League, qui annonce donc dans un rapport que 20 personnes juives ont été assassinées au cours de l'année 2025. Pourquoi, Gilles-William Goldnadel, cette recrudescence d'antisémitisme? Écoutez, je pense que je suis obligé de passer par une explication métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge planétaire qui a triomphé. Je dis bien que c'est un mensonge. Un mensonge lequel? Que l'État qui a été pogromisé est génocidaire. Donc vous parlez des attaques du 7 octobre 2023. Je parle de la réplique israélienne aux attaques du 7 octobre. Le pogrom a été oublié, minimisé, et la riposte israélienne, qui n'a effectivement rien de tendre, mais c'est rarement tendre les ripostes guerrières, a été considérée tout à fait mensongèrement, c'est le thème de mon prochain livre, comme un génocide. Il se trouve qu'il y a une obsession également planétaire, c'est l'obsession juive, c'est l'obsession des Juifs, l'obsession d'Israël. Donc vous prenez un pays comme la France, pas plus tard qu'aujourd'hui, je révélais que le rabbin de Nanterre a été agressé. Il a publié, personne n'en a parlé, mais on s'habitue à tout. Non mais on l'a vu, et puis il y a eu, je crois, un rabbin agressé à Neuilly. Ça d'avant, non mais le plus récent, c'est le rabbin de Nanterre. C'est constamment. Il a publié quelque chose, il a mis en cause le maire de Nanterre qui avait exhibé illégalement à la mairie un drapeau palestinien, plus une députée d'extrême gauche. Je vous dis pas que c'est l'exemple le plus terrible, c'est l'exemple le plus récent, et c'est un exemple éloquent parce que il y a dans cette agression, il explique justement, il y a le lien avec la question israélienne. C'est-à-dire que maintenant que vous soyez à Sydney, que vous soyez à Nanterre ou que vous soyez n'importe où, vous pouvez, si vous êtes juif, être agressé, qualité de juif. Mais c'est terrible, Gilles-William Goldnadel, c'est terrible. C'est-à-dire que ces juifs qui maintenant hésitent à mettre une kippa. Bien sûr. Dans notre pays. Bien sûr. Beaucoup ont enlevé leur mezouza des portes. Oui, bien et sûr, maintenant, on en est là et beaucoup s'opposent. Je reconnais beaucoup qui quittent la France pour Israël. Mathieu Hoc, votre réaction, l'antisémitisme qui monte dans le monde entier, en France aussi. Oui, il monte dans le monde entier et aussi beaucoup en Europe spécifiquement, même si c'est le cas également aux États-Unis ou en Australie, vous l'avez très justement rappelé, mais parce qu'aussi on a la doctrine de réponse face à l'antisémitisme n'est pas la bonne. On a un arsenal judiciaire qui pourrait être réévalué, alourdi. Alors, il y a un projet de loi de lutte contre le racisme et l'antisémitisme porté par le gouvernement qui prévoit une réponse pénale plus forte. Non, mais écoutez. Gilles-William. Non, que Mathieu termine, mais je dirais ce que je pense de ça. Ensuite, après, le problème, c'est que la justice ne fait pas suffisamment son travail, me semble-t-il.
quand je regarde quelques chiffres, c'était une enquête de La Croix, le jeu de vos confrères La Croix qui le disait, il y a eu 260 enquêtes qui ont été ouvertes pour des faits d'antisémitisme dans notre pays depuis le 7 octobre 2023. Mais le problème, c'est que sur ces 260 enquêtes, c'est assez peu par rapport au tsunami d'actes antisémites que notre pays compte, puisqu'on a eu plus de 3000 actes. Moi, je compte toujours en volume, parce qu'en pourcentage, ça veut plus ou moins rien dire, mais il y a plus de 3000 actes antisémites recensés. Je ne parle même pas de tous les actes d'hostilité, toutes les agressions qui ne sont pas déclarées au service de police, qui ne font pas l'objet de plaintes, et qui sont malheureusement subies par nos compatriotes de confession juive, et qui effectivement partent pour de plus en plus de gens vers Israël. Alors, répondez Gilles William Goldnadel, notamment sur cette loi, sur la répression. Non, mais écoutez, je n'en tire aucun plaisir à vous le dire. L'État est démissionnaire. L'État est démissionnaire. L'État est démissionnaire. À la tête de cet État, vous avez quelqu'un qui a été complètement démissionnaire. En Israël, il s'est rendu en Israël, il a expliqué qu'il allait monter un front contre le Hamas. Monsieur Macron, voilà. Emmanuel. Et le lendemain matin, il parlait d'autre chose. Et ensuite, quand l'antisémitisme a explosé en France, non seulement il a refusé de marcher contre l'antisémitisme, mais en plus, il a expliqué pourquoi. Il a expliqué quand il était en Suisse qu'il ne voulait pas offenser les banlieues. Donc c'est grave ce que vous dites. Excusez-moi, Gilles William, vous parlez du président de la République. Mais oui, par une crainte révérencieuse envers les banlieues islamisées, eh bien, il l'a dit en plus. Monsieur Macron a refusé de marcher contre l'antisémitisme. Comme si ça ne suffisait pas, je suis pas trop mal placé pour vous dire que la justice ne suit pas. Le président d'Avocats sans frontières qui vous parle a diligenté contre un certain parti antisémite plusieurs plaintes pour apologie du terrorisme ou intelligence avec organisation terroriste. Ça s'appelle la France Insoumise. Vous avez peut-être entendu parler. LFI. Eh bien, aucune, au moment où je vous parle, ça fait plus de 2 ans, n'est encore arrivé. Et là, alors, il y a d'une double explication qui se concilie l'une avec les autres. D'une part, de toute manière, la justice est d'une lenteur invraisemblable et pas forcément uniquement pour des raisons de moyens. Et ensuite, il y a une résistance idéologique forte dans une partie de la justice à vouloir chercher pouille contre la France insoumise. La France insoumise, est-ce que pour vous, Gilles William Goldnadel, a glissé vers une forme d'antisémitisme larvé, voire assumé ? Mais je n'ai aucun doute qu'elle a plus que glissé, mais pas uniquement pour des raisons bassement électoralistes. Elle est très sincère. Elle fait une alliance avec l'islamisme des banlieues. Et elle a une détestation qui transcende la détestation du juif. Elle a une détestation du français. Il faut comprendre ça. Elle a la préférence pour l'autre. Donc, dans ce cadre-là, il est tout à fait naturel qu'elle regarde avec antipathie les Français en général et les Français juifs en particulier. Alors, est-ce que de votre point de vue, Mathieu Hoc, LFI, le fait pour clientélisme électoral ou pour raison d'être ? En fait, il y a 2 manières de répondre à cette question. La première, il ne faut jamais perdre de vue quand même, je parle aussi sous votre contrôle, que dans l'extrême gauche se situe un vieil antisémitisme qui est patent depuis le 19e siècle. Beaucoup d'auteurs de l'extrême gauche, Karl Marx en premier lieu, ont eu des propos qui sont antisémites. Ça, c'est un premier point. Donc, finalement, la France insoumise est l'héritière intellectuelle, politique, philosophique, doctrinale de ce camp-là. Deuxièmement, il ne faut pas aussi perdre de vue, et vous l'avez rappelé, c'est le tabou ultime que moi j'ai pu vivre en tant que jeune issu de l'immigration, né dans un quartier populaire, c'est que vous avez aujourd'hui, d'ailleurs c'est pas moi qui le dis, c'est Ben Soussan le disait déjà en 2002, les territoires perdus de la République, la montée d'un antisémitisme dans ces territoires perdus de la République, de par des populations qui sont issues de l'immigration, soit qui viennent en première génération, soit qui le sont en seconde. Parce qu'il y a derrière cet antisémitisme des banlieues, entre guillemets,
la question de l'antisionisme, qui n'est qu'un faux-né, parce qu'il y a la détestation d'Israël. Et pour une autre raison toute simple, c'est que vous avez dans le Moyen-Orient, je pense que peu de gens contrediront ce fait, beaucoup de gens qui sont antisémites. Si ces gens-là arrivent en France, ils ne vont pas laisser l'antisémitisme à la frontière. Mais c'est incompréhensible. Et donc, incompréhensible. quand vous avez donc une stratégie électorale qui consiste à cibler ces électeurs-là, plus un logiciel politique historique qui vient de qui a ça aussi en toile de fond, sur Europe 1. Moi, je suis reporter sur Europe 1. Je suis allé en Israël voir la libération, Gilles William Goldnadel, des otages. L'émotion immense, la souffrance terrible du peuple israélien qui n'avait rien demandé. 1200 morts, 250 otages. Gilles William Goldnadel, vous n'aviez rien demandé. C'est terrible ce qui se passe. Ah oui, mais moi, les plaies ne sont pas pensées. Au contraire, le mensonge qui a triomphé en rajoute davantage encore à notre douleur. Mais je voudrais, sans démentir ce qu'a dit Mathieu, indiquer également qu'il y a aussi des populations musulmanes qui n'étaient pas antisémites, mais la France insoumise a travaillé sur elle. Elle leur a expliqué que la Palestine, ça devait être le cœur de leurs soucis. Il faut comprendre ça. Même si, vous comprenez, il n'y a pas que... mon ami Ben Soussan a eu raison de pointer cet antisémitisme musulman qui existe et qui n'avait rien à envier au vieil antisémitisme chrétien d'avant Vatican II. Mais il y a aussi des types dans les banlieues qui ne pensaient pas du tout à la Palestine, et on leur a pourri la tête. En tout cas, l'antisémitisme doit être combattu, évidemment, toutes nos forces, et vous avez raison de le souligner sur cette antenne d'Europe 1, Gilles William Goldnadel et Mathieu Hoc, et c'est du fond du cœur, ce que je vous dis évidemment sur Europe 1. On reste évidemment ensemble dans ces débats sur Europe 1. 13h42 sur Europe 1. Europe 1 Info avec Cyril de la Morinerie. On continue sur un autre sujet. Des activités de divertissement ont été proposées aux détenus à la maison d'arrêt de Grasse et le personnel pénitentiaire a réagi. Oui, effectivement, avec des activités qui mettraient en péril la sécurité des agents au sein d'un établissement où la situation reste tendue avec un taux de surpopulation proche de 140%. On parle donc d'activités de divertissement pour ces détenus. Est-ce que pour vous, Mathieu Hoc, il faut enfermer les gens 24 heures sur 24 sans leur proposer d'activité physique? Parce que ça doit être ça la prison. Pas forcément, mais la doctrine qu'on doit avoir sur la prison, il ne faut pas perdre de vue ça. La prison avait été inventée et pensée pour mettre hors d'état de nuire des gens qui sont nuisibles à la société. Ça veut dire que quand on met quelqu'un en prison, on pense davantage à la société, à la paix civile, à la concorde, que, entre guillemets, au droit individuel détenu. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la prison doit être l'humiliation. Il faut trouver un juste équilibre. La France est régulièrement condamnée pour l'État, par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de ses prisons, mais ça, c'est pas forcément lié au manque d'activité. C'est parce que dans notre pays, depuis au moins 1981, on pense la prison comme l'école de la réinsertion et non pas comme un lieu de privation de liberté. Or, il faut quand même rajouter que l'un des problèmes de la prison, c'est non pas la surpopulation carcérale, c'est la sous-dotation carcérale. C'est que notre offre de places de prison n'a pas suivi l'augmentation statistique documentée du nombre de personnes violentes de notre société. Oui, mais Gilles William Goldnadel, si on veut réinsérer ensuite les détenus, c'est pas en les enfermant 24 heures sur 24 sans rien faire qu'on va les élever. Il faut leur proposer de lire, de faire du sport. Mais bien sûr que oui. C'est-à-dire que Mathieu a raison. La première vertu de la prison, c'est sa vertu prophylactique. Pendant que les types sont enfermés, ils sont pas dehors. C'est pas compliqué à comprendre. Mais également, pour autant, il ne faut pas non plus être aveuglé par le désir de punir, légitime. Si on peut, auprès d'une partie de la population carcérale qui est amendable, les élever un peu intellectuellement, les élever un peu moralement, je crache pas dessus. Or, alors là, je ne sais pas du tout quel exemple ont pris parce que le personnel pénitentiaire, il ne demande pas mieux qu'à avoir la paix. Hein. Donc, ce que je veux dire... Ils n'ont pas demandé d'annulation parce qu'ils avaient trop de boulot. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il est possible, parce que j'ai cru comprendre que c'était un spectacle d'humoriste, etc., qui était peut-être intrinsèquement critiquable. Mais je suis certain que le personnel pénitentiaire n'a rien contre le fait que les détenus puissent, encore une fois, progresser intellectuellement.